Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire intitulé Le parcours de l'expérience, un outil pour mettre des paillettes dans la vie de vos clients. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi je suis Charlotte Duval, je travaille pour Laval Mayenne Technopole. Donc, on est une association qui a pour vocation d'accompagner les projets d'innovation sur les départements de la Mayenne. Et donc, j'accompagne les entreprises du département dans leurs projets. Ce webinaire, dans le titre, on parle d'expérience. Et du coup, je voulais savoir d'abord, selon vous, qu'est-ce que l'expérience? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Ce que je vous propose, c'est de nous partager vos définitions dans le chat, si vous voulez bien. Selon vous, de quoi on parle quand on parle d'expérience? Alors, on parle de vécu, quelque chose qui permet d'apprendre, transformer l'usage d'un produit en un souvenir et de préférence agréable, créer un moment singulier. Alors, on reparle de vécu, que ce soit un vécu bon ou mauvais. On va parler de ressenti aussi, que ce soit d'une prestation, donc un service, ou d'un produit. Donc, en effet, quand on parle d'expérience, l'expérience, c'est ce que vous offrez à votre utilisateur ou à votre utilisatrice finale. Donc votre client, lui, il va acheter votre produit ou votre service et vous allez donc lui donner ce produit ou ce service, mais vous allez lui offrir une expérience autour de ce produit ou service. Ça va être l'ensemble des émotions ressenties pendant l'utilisation de votre produit ou de votre service et tout au long du cheminement qui va amener les gens à choisir votre solution, à l'utiliser, la réparer, en parler et ensuite s'en débarrasser. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps qui disait, donc c'était un sondage auprès de consommateurs et de consommatrices, que 51% des gens déclaraient pouvoir acheter un bien ou un produit auprès d'une marque qu'ils ne connaissaient pas si il ou elle était séduit par l'expérience proposée. Donc là, ce chiffre, c'est pour dire qu'il y a quand même la moitié de vos clients qui pourraient décider de vous quitter si jamais une autre marque, même s'ils ne la connaissaient pas, était prêt à leur proposer une expérience plus sympathique selon eux. Donc l'expérience, ça pèse dans la balance au moment où votre client va choisir ou non d'acheter ou d'acheter à nouveau chez vous. Donc c'est quand même un élément assez important. Alors, deuxième petite question que je voulais vous poser, si vous voulez bien la partager également dans le chat. Si je vous demandais la pire expérience de votre vie, c'était avec quelle marque et pourquoi? Repensez à, voilà, vous aviez acheté ou vous vouliez vous intéresser sur quelque chose, mais l'expérience était vraiment horrible. À quelle marque ça vous fait penser et pourquoi? Un chauffagiste. Et du coup, qu'est-ce qui avait fait que cette expérience était le paquet de jambon à ouverture facile, peu de publicité mensongère dans certains cas. Donc, du coup, une mauvaise expérience avec un chauffagiste avec de l'incompétence technique derrière. D'accord. Un artisan qui met 6 mois à envoyer un devis et qui va demander 3 fois les infos au client. Des mauvaises expériences avec des SAV de certaines marques. Alors, un magasin de vêtements qui a mal accueilli les enfants. OK. Donc déjà là, si je pouvais faire un petit commentaire sur vos premières réponses, c'est que donc la mauvaise expérience peut être liée au cœur de métier, mais ça peut être aussi sur des choses qui n'ont rien à voir. OK. Troisième question, du coup, maintenant, si je vous demandais la meilleure expérience de votre vie, c'était avec quelle marque et pourquoi?
Alors, on revient sur les mauvaises expériences. Il y avait donc un suivi d'acheminement de livraison à domicile qui s'était pas très bien passé. On avait donc des envois de questionnaires qui ne sont pas exploités où on repose sans cesse la question. Des compléments alimentaires qui servent à rien. Ok, alors si on passe maintenant à la meilleure expérience de votre vie, c'était avec quelle marque? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était une bonne marque? Ah, on a le Père Noël, qui en fait n'existe pas, mais merci aux parents. J'espère qu'il n'y avait pas d'enfants qui écoutaient ou qui peuvent lire le chat. Alors, la marque Louis-tu pour l'achat d'un bijou. N'hésitez pas à préciser en quoi l'expérience était intéressante pour vous. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'était une bonne expérience? Alors, on propose la marque Graines de Pastel, qui est une marque éthique et responsable. Donc là, ça va être plutôt sur les valeurs. Donc, du coup, Graines de Pastel, ce sont des cosmétiques. Alors, du coup, sur le Louis-tu, c'est des mails personnalisés reçus tout du long du processus d'échange donc d'un bijou. Donc, un bijou qui ne convenait pas, il a fallu l'échanger. L'expérience au niveau des échanges avec le service client. Ok. Donc là, une prestation pour de la vitrerie, donc un contact directement avec la personne qui venait laver les vitres et pas avec une centrale de réservation, et puis avec de la réactivité, de la ponctualité, etc. Ok. Je sais pas du coup si vous vous êtes rendu compte, mais vous avez mis moins de temps à me répondre à la question c'était quoi la pire expérience de votre vie que celle de la meilleure. Souvent, il est plus facile de se souvenir des pires expériences que des meilleures. Donc, il est important de pouvoir proposer, si ce n'est la meilleure expérience, au moins ne pas proposer la pire à vos clients pour qu'ils se souviennent de vous en de bons termes. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans ce que vous m'avez partagé, des critères qui vont être plus ou moins objectifs, voire carrément subjectifs. Et puis, entre vous, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes critères pour évaluer cette expérience que vous avez vécue avec les marques. Donc pour ça, en fait, il va être important vraiment de savoir à qui vous vous adressez pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible. Donc pour les habitués de ces webinaires, vous savez que quand je dis savoir à qui l'on parle, on va parler de segmentation clientèle. Donc un petit rappel, les segments clients, on peut constituer différents segments clients à partir du moment que les personnes qui les proposent vont avoir des besoins différents qui vont donc justifier des offres distinctes. C'est des gens qui vont utiliser des canaux de communication différents, vous allez devoir vous adapter, ou alors qui vont nécessiter différents types de relations, que ce soit avant ou après achat, qui vont induire des sources de rentabilité différentes, ou alors qui ne vont pas être prêts à payer pour la même partie de votre offre. Donc, à partir du moment où ces différents critères sont différents, vous allez pouvoir constituer des segments de clientèle différents et puis pouvoir lister, voilà, quels sont les segments de clientèle auxquels je m'adresse et donc auxquels il faut que je m'intéresse. Moi, ce que je vous propose pour ce petit webinaire, ça va être d'utiliser un segment clientèle fil rouge, qui est le segment des citadins et des citadines, donc les personnes qui vivent en centre-ville de Laval. Pour aller plus loin que ces segments clientèle, pour pouvoir comprendre finement qui appartient à ces différents segments, nous, on utilise l'outil du persona. Donc, pour rappel, l'outil du persona, ça va être un personnage qui est archétype et composite, qui va nous aider à modéliser les comportements d'achat d'une partie d'une cible clientèle. Et l'objectif, ça va être de pouvoir représenter un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices qui vont avoir des mêmes caractéristiques, des mêmes objectifs, des mêmes habitudes de consommation. Donc, des personas, pour bien, il faut en dessiner 3, 4, voire 5 par segment de clientèle pour pouvoir brosser les différents comportements au sein de vos segments. Et donc là, pour le segment des citadins, je ne suis pas allée jusqu'à 5, je vous en ai dessiné 2. Donc voilà, je vous présente Cécile et Simon.
Donc Cécile, elle a 40 ans, elle est avocate dans un cabinet lavallois, elle est mariée et elle a 2 enfants. Et donc ses motivations dans la vie, c'est son travail, c'est vraiment sa passion. Et puis elle apprécie les week-ends à la boule avec son mari, les soirées entre copines. Et puis elle échange beaucoup sur les réseaux sociaux avec ses copines. Dans la vie, Cécile, elle aspire à une vie confortable et saine. Et après, des fois, c'est en contradiction entre envie et mode de vie sain. Donc voilà. Et puis au niveau de ses contraintes, elle manque de temps pour tout entre le travail, les enfants, le mari, les copines, et elle peut notamment pas faire les magasins autant qu'elle le veut. Simon, lui, il a 32 ans, il est peintre en bâtiment et donc il est dirigeant de sa petite entreprise. Il est en couple et il n'a pas d'enfant. Donc ses motivations, c'est également son métier. Puis donc c'est quelqu'un qui a besoin d'action. Donc à partir du moment où ça bouge, lui, ça lui va. Sur ses aspirations, donc c'est quelqu'un qui est très sensible à l'activité locale et il veut pouvoir contribuer à son échelle à la vie de son territoire, que ce soit en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que consommateur. Et puis au niveau de ses contraintes, lui aussi, il manque de temps et donc son emploi du temps l'empêche souvent de fréquenter les commerces locaux autant qu'il le voudrait. Et puis c'est quelqu'un qui se refuse à acheter sur Internet, par exemple. Voilà pour les 2 personas qui permettent d'avoir, vous voyez, là on est dans le segment clientèle, les citadins et citadines de Laval, mais on a 2 types de comportements qui sont différents. Donc voilà pour le persona. Donc cet outil, une fois que vous avez rempli vos personas, vous pouvez choisir de le compléter ou pas avec la carte d'empathie. Moi, je ne vais pas m'étendre ce matin sur cet outil, mais si vous voulez, je vous mets le lien d'un article pour en savoir plus. Donc, une fois que vous avez défini vos personas, vous savez à qui vous vous adressez, vous allez pouvoir voir l'utilisation de votre produit ou service comme un voyage. En effet, l'expérience que vous proposez, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais c'est quelque chose qui se vit. Alors, éventuellement, ça peut se décrire. On peut arriver à mettre des mots sur une expérience, mais il ne va pas falloir penser qu'aux éléments tangibles ou factuels quand vous allez penser à l'expérience. Il va falloir prendre en compte les émotions, le ressenti de vos personas pendant le voyage que vous leur proposez. Et donc, comme c'est très personnel, un persona, c'est un voyage. Donc, vous allez dessiner un parcours de l'expérience par persona. Et comme tout voyage, comme tout bon road trip, il va falloir définir les étapes de ce parcours. Définir par quelles étapes votre persona va devoir passer pour arriver jusqu'à votre offre, puis pour l'acheter et l'utiliser. En fait, vous allez vous poser les questions de comment est-ce qu'il arrive à utiliser votre offre, donc comment est-ce qu'il va déjà identifier qu'il a un besoin, comment est-ce qu'il va entendre parler de votre solution la première fois, à quel moment il va décider de prendre contact avec cette solution pour en savoir plus, pour en prendre connaissance. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va choisir votre solution plutôt qu'une autre? Une fois qu'il l'a acheté, comment il va l'utiliser? Comment il va en parler dans son entourage? Comment il va en parler? Puis après, comment il va s'en débarrasser, par exemple, pour un produit physique ou pour un abonnement? Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il a décidé de s'en débarrasser? Donc, comment est-ce qu'on identifie les différentes étapes du voyage? C'est beaucoup de l'observation. Donc voilà, observez vos clients, allez les questionner pour savoir quelles sont leurs expériences vécues. Voilà, la dernière fois que vous avez eu à acheter une veste, déjà comment vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin d'une veste? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ensuite? Où êtes-vous allé? Où vous êtes-vous renseigné, etc. Donc parlez du vécu pour pouvoir savoir quelles sont les différentes étapes que la personne va avoir suivies. Donc, si on reprend le petit exemple fil rouge, donc là, je prends un exemple d'aller acheter une veste. Donc là, je vous présente le parcours de Simon. Donc, au début, Simon, voilà, sa veste actuelle est abîmée, donc il se rend compte qu'il en a besoin d'une nouvelle. Donc, ça, c'est l'étape d'identification du besoin. Ensuite, donc lui, il va aller en centre-ville, donc là, pour prendre contact avec les solutions, donc au travers des vitrines des magasins. Il va en repérer une qui lui plaît. Donc, c'est l'étape du choix. Il va essayer sa veste. Puis ensuite, il va aller payer sa veste en caisse. Donc là, c'est l'acte d'achat à proprement parler. Et puis ensuite, il va
porter sa veste. Donc, c'est l'usage. Et puis, une fois qu'il s'en sera lassé, donc Simon, lui, du coup, il va aller donner sa veste à une association caritative. Donc là, c'est la fin de l'utilisation, c'est je me débarrasse de ce produit. Une fois que vous avez les différentes étapes de ce parcours, il va falloir également identifier les points de contact avec votre solution. À chaque étape, identifier comment votre persona va interagir avec votre solution. Où est-ce que l'étape elle a lieu? Est-ce que c'est dans le monde physique? Est-ce que c'est dans le monde virtuel? Quel support, quels outils il va avoir à sa disposition pour prendre contact avec votre offre? Avec qui il va être en contact à chaque étape? Avec qui il interagit? Que ce soit des gens de votre entreprise ou pas, hein, ça peut être d'autres gens qui vont lui parler de votre solution. Et donc, si on reprend le petit exemple de Simon, là, que je vous remets, le point de contact quand à l'étape je me rends en centre-ville, c'est les vitrines des magasins. Ensuite, c'est le magasin et on aurait même pu être un peu plus détaillé, on aurait pu ajouter la cabine d'essayage, on aurait pu ajouter donc la caisse du magasin et j'aurais également pu ajouter le vendeur ou la vendeuse qui va pouvoir conseiller aux différentes étapes. Ça, c'est les points de contact de Simon dans le magasin. Et puis, pendant l'usage, en gros, le point de contact, c'est la veste avec l'étiquette où il y a la marque. Voilà. C'est le point de contact que Simon a avec votre marque. Et donc, quand on a les étapes du parcours plus les points de contact, vous avez votre parcours de l'expérience. Alors, je vous ai également mis un autre exemple, bon, je ne vais pas trop le commenter, mais c'est par exemple Cécile qui, elle, est un petit peu plus digitale. Donc, voilà, elle va pas avoir les mêmes étapes ni les mêmes points de contact avec votre veste. Voilà. Donc, finalement, pour chaque persona, il faut être capable de dessiner les différents parcours. Une fois que vous avez ce parcours, donc les étapes plus les points de contact, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre comment votre client va interagir avec votre solution et du coup pouvoir mettre des paillettes dans la vie des gens. L'objectif, ça va être à chaque étape, comment est-ce que je mets un peu de paillettes, comment je mets des étincelles dans les yeux de mes clients pour que ce soit la meilleure expérience. L'objectif de ce travail, ça va être d'éviter les sorties de route. C'est de faire en sorte que votre client ne quitte pas le processus d'achat. Qu'à chaque étape, il ait envie de passer à la suivante et que ce soit de la manière la plus fluide possible. Pour cela, il va vous falloir identifier les différentes émotions que vont pouvoir ressentir vos personas. Donc des émotions positives, la joie, la fierté, la satisfaction, voilà. Mais aussi et surtout les émotions négatives. La colère, l'ennui, la tristesse, la frustration, l'agacement, voilà. Tout ce qui va faire qu'il peut avoir un mauvais souvenir de cette expérience. Alors, si on revient sur le parcours de Simon, donc notre citadin adepte des petits commerces de centre-ville, à votre avis, quelles sont les différentes émotions qu'il va pouvoir ressentir pendant ce parcours? Je vous invite à répondre dans le chat, si vous voulez bien. Quelles émotions Simon va-t-il pouvoir ressentir au cours de son parcours pour acheter une veste? Est-ce que vous avez des idées? Alors, le plaisir de s'offrir une nouvelle veste. Donc là, c'est à l'étape achat, de l'enthousiasme, de la déception. N'hésitez pas à préciser à quelle étape éventuellement il pourrait ressentir ces émotions. Alors, de la frustration au début, peut-être, de l'excitation avant l'achat et la satisfaction après l'achat. Puis avec le temps, ça devient de la banalité, peut-être un peu de lassitude. Ouais. Donc l'excitation du choix, la curiosité, de l'agacement quand on ne trouve pas la veste que l'on veut. Donc là, quand on est dans le magasin et qu'on ne trouve pas, on peut être agacé. De la fatigue, ouais, quand il faut parcourir les différents magasins et qu'on ne trouve pas, on peut être fatigué. S'il y a trop de choix, on peut être lassé, en effet. Le temps d'attente à la caisse, donc ça peut nous énerver. Ok, très bien. Alors, je me suis fait le petit exercice également. Hop, belle veste en vitrine et accueil désagréable du commerçant. Donc, ça peut être le côté
c'était bien au moment de la vente, mais une fois qu'on est dans la boutique, c'est désagréable. Ok, j'ai fait le même petit exercice et j'ai voulu représenter donc les différentes émotions que moi j'avais imaginées, hein, mais les vôtres sont très bien aussi. Et puis je me suis amusée à les représenter par des petits smileys, vert quand ça va très bien, orange quand c'est bof, et puis rouge quand ça va pas du tout, euh, pour visualiser un peu les moments où ça va très bien, les moments où ça risque d'aller moins bien. Donc voilà pour le petit exemple des émotions de Simon, par exemple. Une fois qu'on a fait ça et qu'on l'a fait pour les différents personas, on va pouvoir localiser les zones de friction, les endroits où ça se passe pas super bien et où il est possible que votre client décide de ne pas passer à l'étape d'après. Et donc, ces zones de friction, on peut les appeler aussi les irritants ou les freins. Euh, on- Vous allez commencer à voir un peu les endroits où les problèmes reviennent souvent. Donc là, par exemple, là, je suis repartie sur le parcours digital. Donc, c'était plutôt le parcours de Cécile. Mais voilà, une fois qu'on a fait le parcours avec plusieurs personnes, plusieurs personas qui utilisent plutôt le shopping en ligne, on va pouvoir lister toutes les choses qui pourraient faire en sorte que quand je suis à l'étape, je regarde les catalogues en ligne, je n'ai pas envie de passer à l'étape, je repère la veste au meilleur prix. Donc là, c'est par exemple, l'irritant que j'ai noté, c'était les difficultés de la recherche. Donc à chaque étape, on va pouvoir lister les irritants, les freins, les contraintes que votre persona va pouvoir rencontrer et lui donner envie de sortir de ce parcours. Une fois que vous allez avoir listé tous ces irritants avec les différents personas, vous allez voir lesquels sont les plus reviennent le plus souvent. Puis vous allez pouvoir identifier du coup les étapes où il y en a le plus des freins. C'est ces étapes-là qu'il va falloir traiter en premier. Ce que je vous propose maintenant, une fois que vous avez fait ça, pardon, ça va être de transformer tous ces problèmes en opportunités. Donc pour ça, en fait, pour chaque irritant, pour chaque étape où ça coince, il va vous falloir générer des solutions de contournement, soit pour annuler les problèmes, soit au moins pour les rendre un peu moins problématiques et faire en sorte qu'ils ne soient pas totalement bloqués. Donc là, vous allez par exemple pouvoir faire un brainstorming pour imaginer ces solutions. Donc que vous soyez seul ou avec votre équipe ou avec des gens extérieurs de votre entreprise, l'objectif là, ça va être de se donner le plus d'idées possible, hein, sans frein, on y va. Tiens, cette problématique de la difficulté de la recherche sur Internet pour une veste, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette étape pour nos personas? Et puis faire ça après pour chaque irritant, pour chaque zone de friction. Et puis une fois que vous avez tout ce cahier d'idées, si on pouvait l'appeler comme ça, votre tâche va être de pouvoir les prioriser, faire un peu une liste priorisée des idées que vous avez eues. Et pour ça, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, ça va être de reprendre chaque idée et de regarder combien de zones de friction ou combien de freins elle peut aider à résoudre. Et puis, plus votre idée va résoudre de freins ou de frustrations, plus elle sera intéressante à prendre en compte. Et puis ensuite, je vous propose d'utiliser un petit outil qu'on appelle, nous, la matrice effort-impact. Chaque idée que vous avez sortie de votre séance de créativité ou de votre brainstorming, vous allez d'abord vous poser une question. Est-ce que cette idée, elle va avoir peu ou beaucoup d'impact positif sur le parcours de l'expérience de mes clients? Donc, c'est une question binaire, hein. C'est peu ou beaucoup, il n'y a pas de moyen. C'est vraiment, voilà. Est-ce que je pense que cette idée va beaucoup fluidifier, faciliter le parcours de mon client ou presque pas? Une fois que vous êtes positionné sur peu ou beaucoup d'impact, ça va être maintenant cette idée, est-ce qu'elle va me demander peu ou beaucoup d'efforts pour la mettre en œuvre? Donc là, ça peut être un effort financier, ça peut être un effort en temps, ça peut être un effort en complexité de la mise en place. Est-ce qu'il faut que j'appelle 1, 2, 3 prestataires? Est-ce que j'ai besoin de partenaires pour mettre en place cette idée? Donc comme tout à l'heure, hein, c'est une question binaire. C'est est-ce que c'est peu d'efforts pour être mis en place ou est-ce que c'est beaucoup d'efforts? Et donc une fois que vous avez fait tout ce tri, que vous avez des idées dans chacune des 4 cases, vous allez pouvoir dessiner votre plan d'action. Donc, les premières idées à prendre en compte, c'est celles qui vont à la fois vous demander peu d'efforts,
mais qui vont avoir énormément d'impact pour le parcours de l'expérience de vos clients. Donc là, il ne faut même pas se poser la question, hein, il faut commencer la mise en œuvre dès maintenant. Ensuite, le deuxième paquet, ça va être les idées qui vont à la fois avoir énormément d'impact, mais qui vont vous demander beaucoup d'efforts. Donc celles-ci, vous n'allez pas pouvoir les commencer tout de suite, mais tout pendant que vous faites la mise en place des idées 1, vous allez pouvoir commencer à préparer la mise en place des idées 2, à prendre des premiers contacts, à poser les premières étapes maintenant, pour qu'une fois que vous ayez terminé la mise en place des idées 1, vous soyez prêt à lancer la mise en place des idées 2. Et puis enfin, il y a un troisième groupe d'idées à prendre en compte, c'est celles qui à la fois ont peu d'impact et demandent peu d'efforts. Alors certes, elles ont peu d'impact, mais si elles vous demandent presque rien, voilà, si c'est juste modifier un titre sur le site internet ou si c'est juste ajouter une information supplémentaire sur l'étiquette de votre produit, par exemple, ça n'a peut-être pas beaucoup d'impact, mais comme ça ne vous demande pas d'efforts, autant le faire pour maximiser vos chances. Et puis, donc, je n'ai pas pris la peine de mettre de numéro sur la 4e case. Des idées qui ont peu d'impact et qui vont vous coûter beaucoup d'efforts, ça ne vaut pas vraiment la peine de les prendre en compte. Donc voilà, pour prioriser toutes les idées qui sortent de vos séances d'échange, de réflexion, vous avez maintenant votre plan d'action sur quoi mettre en place pour fluidifier l'expérience de mes clients. Si on continue un peu notre fil rouge là sur le shopping, là je vous propose un peu la liste de comment Zalando a choisi de mettre des paillettes dans la vie de Cécile. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc Zalando, c'est une grosse place de marché en ligne avec une application mobile aussi pour du shopping, pour du vêtement et des accessoires, des chaussures, etc. Par exemple, tout à l'heure, là, je vous citais l'irritant, les difficultés de la recherche. Ça peut être un irritant et ne pas donner envie aux personnes d'aller plus loin. Du coup, donc Zalando, comme c'est une place de marché, l'entreprise a un catalogue très large de toutes les marques qui peuvent proposer des produits à acheter directement sur leur plateforme. Et puis, ils ont développé un système de filtre de recherche qui est vraiment très précis. Je vous invite à aller voir si vous voulez, mais on peut aller donc la taille, le type de produit, mais on peut aller jusqu'à la coupe, jusqu'au motif, jusqu'à l'usage que vous voulez en avoir. Et puis du coup, la plateforme vous propose les produits qui répondent le mieux à vos critères. Voilà, donc là, vous voyez que du coup, pour les différents irritants que moi j'avais identifiés sur le parcours digital de Cécile, on peut trouver des solutions et des services que là, Zalando a mis en place pour fluidifier ce parcours. Voilà pour le petit exemple sur ça. S'il fallait résumer un peu ce travail du parcours de l'expérience, pensée expérience, je dirais que d'abord, penser expérience, c'est accepter de tout remettre en question. Donc, aujourd'hui, vous avez un existant ou si vous êtes en projet de création, vous avez une idée de ce que vous avez envie de proposer à vos clients. Mais du coup, penser expérience, c'est accepter de tout remettre en question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai pris l'habitude de faire ça? Est-ce que mon client, c'est vraiment ce qu'il veut? Est-ce que du coup, lui, comment il vit chaque étape? Donc, c'est entrer en empathie avec votre client. Ça va être identifier toutes les petites choses qui pourraient causer une sortie de route pour vos clients. Une fois que vous avez accepté de tout mettre en question, vous êtes entré en empathie et que vous avez vous êtes prêt à identifier les choses qui pourraient faire des sorties de route. Donc, moi, je vous propose l'usage de plusieurs outils. Donc, d'abord, le persona, que vous pouvez compléter ou pas avec la carte d'empathie. Et puis, le parcours de l'expérience que je viens de vous présenter. Donc, réaliser le parcours de l'expérience pour un de vos personas, ça va être d'abord utiliser le jeu du persona. C'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé à l'oral. Vous avez vu les différentes étapes que je vous ai présentées. À chaque fois, c'était j'ai besoin d'une veste, je vais au magasin. Donc là, ça fait partie de se mettre en empathie avec votre persona. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de décrire toutes les étapes et points de contact du processus d'achat de votre persona. Ensuite, ça va être d'identifier les émotions que va ressentir votre persona, positives, mais surtout les émotions négatives.
pour ensuite pouvoir identifier les zones de friction, les irritants qu'il y a dans les parcours que vous proposez. Et puis enfin, pour imaginer des solutions pour fluidifier l'expérience de vos clients. Voilà pour le petit résumé. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, des points sur lesquels vous avez envie que je revienne. N'hésitez pas à partager vos questions dans le chat ou à l'oral, hein, même si vous voulez, on n'est pas beaucoup, ça peut se gérer. Du coup, en attendant vos questions, je vous mets les quelques petites infos si vous voulez qu'on reste en contact, si vous voulez en parler un peu plus. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un petit mail. Si le client n'est pas un particulier, est-ce qu'on peut faire la même chose? Oui, tout à fait. Bon, là, c'est vrai que moi, je vous ai présenté des personas en B2C, puisque j'avais pris l'exemple de la veste. Et en effet, si vos clients, ce sont des entreprises ou des professionnels, vous pouvez tout à fait identifier au sein de l'entreprise qui va acheter votre solution, qui va l'utiliser et pouvoir dire le parcours de l'acheteur, quelles sont les différentes étapes et comment je peux le faciliter, le parcours de l'utilisateur, quelles sont les différentes étapes et comment est-ce que je peux le faciliter, ça se fait aussi. Et oui, en effet, maintenant, c'est à travailler. N'hésitez pas à faire vos parcours. Et même, c'est vrai que là, je ne l'ai pas dit, mais si vous faites l'exercice, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux. On peut se caler un petit rendez-vous téléphonique pour en parler. Il y a pas de souci. Je suis là pour ça. Très bien. Eh ben, merci tout le monde pour votre participation à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de travailler, de réfléchir sur votre expérience client. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.